bien, merci beaucoup pour cet enthousiasme. J'invite tout de suite donc Madame Paola Leoncini-Bartoli à nous rejoindre sur scène, puisque c'est quand même le thème de la culture, donc allons-y. Et vous remercier à la fois pour votre soutien et votre présence. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes, ma collègue Iline Zhao et moi-même, ravis d'être ici. Nous sommes très proches géographiquement, donc nous n'avons pas grand mérite puisque l'UNESCO est le bâtiment juste derrière. Donc on n'a pas beaucoup marché. Par contre, c'est une semaine intense et je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, nous avons à peu près 200 ministres de l'Éducation dans nos locaux, ce qui rend d'ailleurs la circulation plutôt problématique. Et donc, vous m'excuserez si à la fin de ma présentation, je fuis. C'est la raison de ma fuite. Mais je laisserai aux organisateurs nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des points, des commentaires ou vous souhaitez échanger, de nous écrire à ma collègue et à moi-même et nous vous répondrons. Alors, juste un mot sur la raison pour laquelle on a tous les ministres de l'Éducation chez nous. C'est parce que nous préparons nous appelons ça le pré-sommet de l'éducation. Le véritable sommet s'ouvre la première semaine de juillet aux Nations Unies à New York. Et c'est le fameux sommet, je remercie d'ailleurs le président Gilles Noyer qui a fait une référence à cela, sur qu'on appelle Reimagining Education, c'est-à-dire réinventer l'éducation du futur, et qui s'inscrit dans cette série d'événements, il n'y en a pas beaucoup, que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de lancer, c'est le premier, sur la construction du développement durable post-2030. Et donc, on démarre par l'éducation. L'an prochain, ça sera toutes les ressources naturelles, qu'il appelle les Global Commons, les communs. Et puis après, il y a un sommet mondial de la jeunesse. Enfin, il y a comme ça plusieurs jalons sur cette route, sur l'après-programme 2030. Voilà. Donc, le pré-sommet se passe à l'UNESCO et le véritable sommet se passera aux Nations Unies la première semaine de juillet. Voilà. J'en viens à notre réunion. Alors, évidemment, je souhaite remercier le comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. Donc, Gilles Noyer, son président, sa vice-présidente, Martine Souven-Cerveau. J'espère que je ne écharpe pas votre nom. Et puis, naturellement, Isabelle Salvi du label APP, qui a été notre contact avec l'UNESCO pour nous avoir invités ici. Alors, j'ai le rôle de représenter notre organisation, l'UNESCO, à cette conférence. Et je suis ravie parce que le thème, ce sont les compétences culturelles. Et par conséquent, la perspective qui est mise à l'honneur, c'est les apprentissages par la culture. Et c'est réellement notre ADN. C'est ce sur quoi nous travaillons au secteur de la culture. Alors, ma collègue montrera un certain nombre de diapositives qui donneront les messages principaux et que nous partagerons avec mes mots, mes remarques à l'issue de cette réunion. Pour nous, la promotion de la diffusion des compétences culturelles est réellement au cœur du travail de l'UNESCO qui, comme vous le savez, a inscrit dans son mandat et dans sa constitution l'éducation et la culture comme les piliers, l'épine dorsale de la construction des sociétés. Ce qui n'est pas étonnant puisque c'est souvent on l'oublie, mais l'UNESCO a été quand même la première agence spécialisée qui a vu le jour après la signature des accords de paix après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on s'est bien posé la question de dire que pour construire des sociétés qui étaient détruites
par la guerre, il fallait commencer par l'éducation et la culture. Donc je pense que c'est quand même un symbole très très fort et qu'on a tendance à oublier, qu'on n'enseigne pas, malheureusement, et qui, je pense, mériterait, surtout maintenant, d'être rappelé. Sans culture et sans éducation, et sans apprentissage, on ne peut pas construire l'avenir, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le rêver et on ne peut pas se projeter. Donc, la Constitution de l'UNESCO affirme que la diffusion de la culture et de l'éducation sont essentielles pour la liberté, la justice et la paix dans nos sociétés, et c'est inscrit vraiment en lettres, je dirais, d'or, et nous ne cessons de le répéter, que ce soit dans le contexte de l'éducation ou celui de la culture. Naturellement, l'UNESCO remplit le rôle de la seule agence spécialisée qui dispose de ce mandat global. Ce mandat global ne touche pas que l'éducation et la culture, mais également les sciences. Les sciences, on entend les sciences humaines, sociales, mais également ce qu'on appelle les sciences dures, on va dire, dans un jargon plus, plus local, c'est-à-dire la physique, la chimie, les sciences naturelles. Et puis la communication et l'information. Alors, la culture, d'abord perçue dans une insertion la plus large, c'est-à-dire dans son sens anthropologique. Il faut quand même savoir que quand l'UNESCO, enfin probablement vous le savez tous, comme moi, mais enfin quand l'UNESCO a été fondée, la culture c'était les arts et les belles lettres, les monuments, donc la transformation de la définition de la culture. Et là je rejoins les remarques de Gilles Noyer, c'est-à-dire une vision beaucoup plus anthropologique qui se fonde sur les apprentissages, sur la spécificité et la diversité culturelle. Elle date de 82, de la première conférence mondiale sur les politiques culturelles qui a eu lieu au Mexique, à Mexico, et qui dit que la culture, c'est les traits distinctifs d'une société, les valeurs. Et d'ailleurs, j'en profite, je le dirai plus en avant dans ma présentation, pour indiquer que nous aurons, plus de 40 ans après, la prochaine conférence sur les politiques culturelles. Ça fait quand même 22 ans que l'UNESCO n'a pas convoqué une conférence mondiale sur les politiques culturelles, qui ont évidemment énormément évolué, je le dirais, à Mexico, donc en septembre prochain. Donc plus de 40 ans après la première, qui a forgé quand même la définition avec laquelle nous travaillons et qui est la définition aussi qui sous-tend l'aide au développement. Donc les agences de développement, y compris l'AFD, mais les autres, se basent sur une définition qui a été forgée en 82 et qui est une définition très large et anthropologique de la culture. Donc l'ensemble des aptitudes, des valeurs et des usages qu'un individu ou un peuple acquiert tout au long de sa vie, par tradition ou par expérience, en tant que membre d'une société. Cela concerne naturellement, comme je l'ai dit, non seulement le patrimoine bâti, mais également les pratiques vivantes, en passant par la diversité des expressions créatives, les musées, les festivals, l'innovation, ou encore les arts numériques qui sont évidemment plus récents. Dans le champ de l'éducation, l'UNESCO assure la coordination mondiale de ce qu'on appelle communément l'ODD 4, qui est l'objectif de développement durable 4, qui s'intitule « Une éducation de qualité pour tous », qui est l'un des 17 objectifs, qui est cette feuille de route commune de la communauté internationale dans le cadre du programme des Nations Unies de développement durable à l'horizon 2030. Nous nous emparons naturellement de sujets liés à l'éducation, aussi bien formelle que non formelle et informelle, l'éducation tout au long de la vie, l'enseignement et la formation technique et professionnelle également. Alors, l'UNESCO est également chargée, depuis 2019, justement, de esquisser les contours de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas été pris en compte quand on a défini l'ODD 4, c'est-à-dire en 2015, et donc a lancé une commission indépendante sur les futurs de l'éducation. Alors, il y a eu une grande diatribe de la communauté éducative
mondiale sur le futur, les futurs, et le choix s'est porté sur les futurs de l'éducation, donc au pluriel, parce que souvent on nous pose la question. Donc cette commission est une commission indépendante, avec principalement des représentants du monde évidemment académique et éducatif, mais des différents champs ou dimensions de l'éducation, comme je l'ai dit, formelle, non formelle, technique, professionnelle, et tout au long de la vie. Et cette commission, lancée en 2019, donc très jeune, a pour objectif de réimaginer l'éducation de demain dans le contexte de, comme je l'ai dit, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avec justement un accent particulier sur l'acquisition de compétences et les apprentissage dans nos sociétés de plus en plus marquées par les connaissances et les savoirs et savoir-faire dans leur diversité. Donc cette question, effectivement, à la fois des apprentissages et des compétences, sont réellement au cœur de la réflexion que porte l'UNESCO maintenant, qui naturellement s'enrichit de tout ce qui s'est passé. Nous avons beaucoup entendu parler par la vice-présidente justement de la pandémie qui est passée par là, mais pas seulement, les transformations numériques, comment cela a affecté l'apprentissage, comment cela l'a enrichi, quels sont les métiers de demain, comment elle a... Donc toutes ces questions méritent une réflexion qui est approfondie et qui, du fait des enjeux transversaux et interdépendants, puisque je pense que s'il y a bien une chose que la pandémie a révélé, c'est que tous les pays sont interdépendants, nous l'avons vécu, et donc la réflexion sur l'éducation doit être interdépendante. Elle doit s'adapter. Alors on a mentionné déjà certains des défis principaux comme le changement climatique, mais naturellement la fracture numérique en est un. Et quand on parle de fracture numérique, on ne parle pas que d'enseignement et de compétences professionnelles et d'apprentissage. On parle aussi d'infrastructures, on parle de diversité des contenus, notamment culturels. Vous savez que l'un des fers de lance de l'UNESCO, c'est justement de militer en faveur de la diversité des contenus culturels, puisque nous savons qu'aujourd'hui, les plateformes globales sont plutôt concentrées et sont concentrées dans une partie du monde. 3 pays à eux seuls se recoupent voilà, le monde, la planète. Donc évidemment, qui dit diversité des contenus, dit aussi rémunération équitable des créateurs et de ceux qui produisent les contenus. Donc la bataille de la diversité culturelle, je dirais, c'est une bataille très longue et très complexe, puisqu'elle recouvre naturellement beaucoup d'aspects. Alors, je me suis un peu perdue dans mes points, mais je vais retrouver. Donc, naturellement, la Commission sur les futurs de l'éducation a pour but d'avoir une approche qui est multidimensionnelle sur les défis contemporains et futurs dans cette logique, effectivement, d'interdépendance des pays. Et donc, ça aussi, pour nous, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau, puisqu'on n'est plus du tout comme on a eu l'habitude de l'être pendant 50 ans, c'est-à-dire de dire, bon, il y a les pays en développement et comment ce dialogue pays développés, entre guillemets, et pays en développement s'opère. Ben là, tout ça est complètement aplati. Déjà, on l'a vu avec la pandémie, mais on le voit avec la fracture numérique. On voit que l'interdépendance, elle ne connaît pas, je dirais, de frontières ni de particularisme. Hein. Elle touche autant les pays développés que les pays en développement. Donc ce discours est un discours qui ne tient plus la route, si je peux me permettre. Alors, c'est dans le sillon de la dernière décennie d'action donc pour la réalisation des objectifs 2030, même si on sait déjà que naturellement l'ODD 4 ne sera pas atteint en 2030, c'est-à-dire l'éducation de qualité pour tous. Et inutile de vous dire que les chiffres que nous avons, qui maintenant sont publics, montrent qu'on sera très en deçà et la pandémie a accentué le retard.
malheureusement, et là en plus, je dirais complexifié. Et donc, l'UNESCO s'est investi aux côtés de ses 193 États membres de contribuer aux discussions internationales sur ces enjeux contemporains qui interpellent directement les politiques publiques et qui sont celles qui ont à évoluer, mais qui appellent aussi à un accompagnement, et à un accompagnement, je dirais, de tous les jours. Alors, il y a dans tout ce panorama un élément d'optimisme, ou en tout cas que je vois personnellement, nous voyons comme quelque chose de très positif à l'UNESCO, et qui est une conviction, un engagement qui n'existait pas auparavant vers plus de synergie entre culture et éducation. C'est un enjeu central. Chez nous, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire qu'on a des ministres d'éducation, des ministres de la culture, alors que je pense que les grands défis comme effectivement la fracture numérique, le changement climatique, les crises liées aux pandémies, à la santé, ont vraiment montré qu'il y a cette exigence d'une transversalité des politiques publiques et notamment une transversalité de la culture dans les politiques publiques. Exemple, c'est la première fois que la culture est traité dans le G20. On n'avait jamais vu ça. Le G20, je tiens quand même à le préciser, c'est les plus grandes économies mondiales. On ne s'est jamais saisi de la culture avant. Et ce n'est pas que lié à la pandémie. C'est lié aussi au fait que les politiques publiques laissent peut-être un peu de côté les visions sociales de la société. Et donc, la culture, justement, amène cette vision sociale. Un autre exemple que j'avais sur le bout de ma langue, qui va revenir. En tout cas, le G20 est un exemple. Ah oui, la conférence sur le climat, la fameuse COP. Alors, la conférence sur le climat, pour la première fois l'an dernier, avait un volet culture, c'est-à-dire le rôle de la culture pour la transition écologique. Cet aspect a deux volets. D'une part, c'est le rôle de l'art, notamment. Là, on parle beaucoup de Art Connection et la connexion et ce que l'art permet. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'an prochain, comme je le disais, c'est l'année de l'eau. Et il y a toute une thématique aux Nations Unies sur le rôle des arts dans la préservation des ressources hydriques et hydraulique. Donc c'est assez intéressant cette transversalité. Et donc la conférence sur le climat a pris ce volet culture, à la fois sur le rôle de l'art, mais également sur le rôle des savoirs traditionnels, notamment pour l'atténuation des effets extrêmes. Des effets climatiques extrêmes, donc les savoirs traditionnels et locaux pour l'atténuation des effets extrêmes. Alors, j'essaye de rattraper le retard. Alors, un autre des chantiers qui est lié également à la réflexion sur les futurs de l'éducation, mais qui, lui, est mené par le secteur de la culture, c'est de l'élaboration d'un cadre international, donc pour les pays, qui puisse guider les pays dans l'adaptation de leur politique nationale, sur l'intégration justement de la culture dans l'éducation et vice-versa. Et notamment le rôle des musées comme lieu de la connaissance informelle, l'espace public, le rôle de l'art dans l'espace public pour les apprentissages et pour l'éducation tout au long de la vie. Donc, nous travaillons avec plusieurs pays qui ont tout de suite démontré leur grand intérêt à contribuer au développement de ce cadre, et y compris par la dotation de ressources financières, parce que ça veut dire mener des consultations dans toutes les régions, en Asie, Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabe, sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur les synergies entre culture et éducation, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans les différentes dimensions de l'éducation, donc formelle et non formelle. Et l'objectif que nos États membres nous ont fixé, c'est d'avoir ce cadre prêt à la fin 2023. Donc c'est assez rapproché.
Alors, à l'heure où les défis liés au climat et à la paix et à l'éducation de nos sociétés se coalisent, nous avons évidemment plus que jamais besoin de fédérer nos efforts. Alors, nous travaillons, Gilles Noyer l'a mentionné, avec naturellement le comité des ONG. Je remercie d'ailleurs la Commission nationale française pour l'UNESCO de cette saisie de cela. Mais nous travaillons beaucoup avec nos partenaires. Et moi, je salue évidemment la présence de nos amis et partenaires stratégiques de la Commission européenne qui nous accompagne beaucoup, aussi bien dans l'éducation qu'en culture. Et nous nous réjouissons évidemment de poursuivre ce voyage avec la Commission et avec tous nos autres partenaires, notamment des ONG. Alors, dans le secteur de l'éducation, juste pour vous donner quelques chiffres, et je m'arrête là, plus d'1,5 milliard d'apprenants dans 165 pays ont été affectés par des fermetures d'écoles pendant la pandémie. Je ne sais pas si vous voyez, enfin c'est des chiffres, on a même du mal à les prononcer. Donc 1,5 milliard d'apprenants, c'est énorme. 24 millions d'enfants et de jeunes dans le monde risquent de ne pas retourner à l'école en raison de l'impact économique de la pandémie. Donc là, c'est vraiment l'impact économique. La crise fait payer un large tribut à l'ensemble du secteur culturel et créatif. Vous avez quelques chiffres à l'écran, sans compter celui du tourisme, avec lequel évidemment il tisse d'importants liens. Au plus fort de la pandémie, on a observé une baisse de 87% des arrivées des touristes internationaux et plus de 89% des pays ont été contraints de fermer leurs sites du patrimoine. La fréquentation des musées a baissé de 70% et la perte d'emploi dans le secteur culturel à l'échelle mondiale est aujourd'hui estimée à plus de 10 millions d'emplois dans le secteur, entraînant une chute de 20 à 40% des recettes du secteur. Alors ces chiffres, pour vous dire, sont le fruit d'une étude que nous avons menée et qui a été lancée, pour tout vous dire, vendredi dernier, qu'on a menée avec le cabinet McKinsey, financé par 3 pays qui ont bien voulu financer cette étude pour l'UNESCO. Donc c'est vraiment des chiffres qui ont été donnés à la presse vendredi, donc qui sont très, très frais. Alors, l'étude a mis du temps parce qu'on a dû consulter tous les pays, mais enfin, je pense que les chiffres sont parlants. Pourtant, ce sont bien dans les arts et les pratiques culturelles que la plupart d'entre nous avons cherché refuge pendant la pandémie et pendant les épisodes évidemment prolongés de confinement au travers le monde pour trouver non seulement évidemment le réconfort, stimuler la résilience et puis retisser des liens de solidarité. Il n'est pas surprenant dans ce contexte que les pays du G20, comme je vous disais, se sont saisis de cela. Pour la première fois l'an dernier, sous la présidence italienne du G20. Et cette année, la présidence est assurée par l'Indonésie. Les ministres de la Culture se réuniront également en septembre. Et le sommet des dirigeants des pays du G20 a mis la culture sous le thème de la résilience, l'inclusion sociale et l'inclusion sociale et la relance. Donc, je pense que c'est assez explicite. Alors, naturellement, la pandémie nous a exhortés à repenser en profondeur notre rapport au monde et repenser également les projets de société, c'est-à-dire qu'est-ce qui a sens et comment également la culture s'inscrit de manière plus accentuée dans les politiques sociales. Alors, au regard naturellement de cette évolution et surtout de sociétés de plus en plus multiculturelles, urbaines, interconnectées, les disparités sociales et économiques sont de plus en plus évidentes et ces disparités tendent à encore développer les capacités des apprenants et les compétences nécessaires à l'adaptabilité et à l'agilité, mais également à la responsabilisation.
puisque naturellement la perte de sens générée par la pandémie a créé sur cette lancée de développement de société du savoir une sorte de douche froide qui a un peu mélangé les cartes à nouveau et qui nous induit réellement à faire une réflexion en profondeur sur ces éléments qui permettent de repenser la signification de qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui donne la durabilité au développement. Alors, je vais m'arrêter parce que j'ai été un peu longue. Vous aurez naturellement la présentation dans son intégralité. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que nous avons, nos États membres à l'UNESCO ont adopté un nouveau programme justement pour répondre à ça. C'est la première fois dans l'histoire de l'UNESCO, donc depuis 1946, qui s'appelle Apprendre dans la diversité et qui justement réunit les compétences culturelles et les ressources culturelles pour venir en appui à l'éducation. Naturellement, quand on parle de ressources culturelles, on parle du patrimoine, on parle des arts vivants et des expressions culturelles et des systèmes de connaissances culturelles. Alors, nous espérons que le cadre que nous développerons avec l'aide de nos pays, avec l'expertise que nous recueillerons dans les différents pays, permettront effectivement de s'appuyer sur les ressources culturelles pour également renouveler les systèmes éducatifs, mais également les outils et les mécanismes d'apprentissage. L'éducation artistique et culturelle est au cœur de cette démarche et c'est pour ça que, je dois dire, nous sommes très heureux d'avoir un éventail, un réseau et puis un éventail d'organisations non gouvernementales de la société civile très, très important. La fédération, rien que la fédération internationale de l'éducation artistique réunit 4000 adhérents. Avec toutes ces ONG. Donc, naturellement, ces ONG seront consultées également sur ce cadre. Je lance un appel, et je finirai là, sur la nécessité d'avoir ce dialogue aussi inclusif que possible pour, effectivement, pouvoir nourrir le nouveau cadre de façon à ce qu'il réponde aux besoins des individus et des sociétés. Alors, je vous remercie pour votre écoute, et puis nous nous assurerons de vous faire parvenir nos coordonnées. Voilà, merci.